Ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, il a incarné une tradition française face aux États-Unis. Je vous en prie, Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. Face aux États-Unis, prenez la place, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, on va vous l'indiquer, c'est Walid qui va vous indiquer la bonne place. Tradition française face aux États-Unis, trop anti-américain selon les uns, au contraire, figure de l'indépendance dans l'esprit gaullien selon les autres. Votre discours contre la guerre d'Irak reste évidemment un des moments majeurs du 21e siècle débutant. Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Un mot d'ensemble d'abord, s'il vous plaît. Au total, pour nous ici en Europe, vous avez peut-être entendu le débat qui s'amorçait. Pour nous en Europe, est-ce que l'élection de Donald Trump est au total une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je dirais c'est une grande nouvelle. C'est une nouvelle qui va peser sur l'Europe, qui va peser sur la France, qui va peser dans de très nombreux secteurs d'activité. Et donc nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est en même temps une nouvelle qui vient avec beaucoup d'inquiétude, compte tenu de la complexité du personnage, de la couleur du personnage, de ses déclarations et des précédents, puisque ce n'est pas tout à fait quelqu'un de nouveau. Nous l'avons expérimenté pendant 4 ans. Et il arrive avec une centaine de décrets signés, dont certains disent très clairement à nouveau qui il est. Sortir de l'Organisation mondiale de la santé, sortir de l'accord de Paris. Autre décret surprise signé par le président américain, le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous avons là quelqu'un qui souhaite d'emblée réviser l'ordre mondial. Donc il arrive avec des conceptions qui sont à peu près à l'opposé de celles qui sont les nôtres, comme Européens. C'est une autre tradition, révisionnisme de l'ordre international. Nous défendons le multilatéralisme. Nous sommes les défenseurs de la démocratie libérale. Il plaide en faveur d'un illibéralisme, une contestation permanente de l'état de droit. On le voit à chaque étape, y compris maintenant pour l'accréditation d'un certain nombre des gens de son administration. Est-ce qu'on a sous-estimé sa volonté révolutionnaire ? On a l'impression que lui et Musk, peut-être plus encore Musk, ont une visée pour le monde. Ils ont, qu'on s'en inquiète ou qu'on s'en réjouisse, une visée. Alors, je crois que c'est un tout petit peu plus complexe. Il y a une visée contre-révolutionnaire, parce qu'il ne faut pas se tromper. Donald Trump, il arrive en réaction à la mondialisation. Il arrive en réaction à la globalisation culturelle. On a beaucoup parlé de sa volonté d'en découdre sur le wokisme, sur toute une série de sujets comme les transgenres. Et il arrive en réaction à la désoccidentalisation. Mais l'Occident, il l'écarte pour la remplacer par l'Amérique. C'est l'Amérique qui est au cœur de son projet. C'est l'Amérique seulement. C'est dimension contre-révolutionnaire, réactionnaire, mais c'est aussi, vous avez raison, une dimension révolutionnaire. Et c'est là où Elon Musk et tous ses camarades, tous les techno-entrepreneurs, apporte une dimension qui, elle, est absolument tournée vers l'avenir. Et donc ça donne un vent de confiance à l'Amérique. L'idée que tout est à prendre, au-delà de l'esprit même du trumpisme, qui est un esprit de toute puissance, d'une absence de limites, d'une absence de règles. Là, il y a un horizon qui appartient à l'Amérique. C'est pour cela que la conquête de Mars est Est-ce qu'une part de cela vous fascine ? Ces gens qui ont une ambition démesurée, peut-être mégalomaniaque. On sent bien que Musk se dit « je suis le Léonard de Vinci du 21e siècle ». Est-ce qu'une part de ça vous fascine ou est-ce que ça vous terrifie ? Alors, j'ai longtemps vécu aux États-Unis, donc je suis familier de ces emportements, de ce rêve américain qui a parfois été tourné vers le meilleur. Et là, qui n'est... Et de loin, quand on voit la personnalité d'Elon Musk et de Donald Trump, on voit bien qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones qui sont inquiétantes, le rapport à l'argent, le rapport à la démocratie, le rapport au peuple. Donc oui, il y a beaucoup d'inquiétudes qui doivent être prises en compte, mais il y a surtout, et c'est en ça que, je le dis un peu avec regret ce soir, ça fait des mois que l'Europe devrait, matin, midi et soir, se préparer pour prendre en main son destin. Et c'est là où je pense que les Européens ne mesurent pas bien le séisme, le tsunami qui arrive. Et il y a là quelqu'un qui n'est pas un belliciste, qui n'est pas quelqu'un qui veut se servir de la force pour changer le monde comme a cherché à le faire le président Bush. C'est quelqu'un qui croit aux vertus de la toute-puissance. C'est-à-dire que rien qu'en prenant tous les sujets à bras-le-corps, en affichant sa volonté d'augmenter les droits de douane, de diminuer les impôts pour les Américains, croit qu'un véritable rouleau compresseur va modifier les rapports de force dans le monde et qu'à partir de là, tout le monde va s'aligner, se mettre au garde-à-vous. Avec des moyens, pardon, Monsieur le Premier ministre, quand on voit ces premiers mots d'amour aux Européens, qui se résument en un seul mot, de l'argent. Je veux de l'argent, mais beaucoup, beaucoup d'argent. Les taxes douanières, l'OTAN, l'Ukraine, etc. Est-ce qu'il y a une volonté, alors pas par la force, vous le dites, mais par d'autres moyens de siphonner en quelque sorte l'Europe, de dépouiller l'Europe ? La vocation du trumpisme, c'est une vocation à la fois très productiviste, extractiviste. On le voit dans l'apologie qu'il fait du pétrole, du gaz de schiste. Il faut forer du ventre de la terre toutes les richesses et augmenter les capacités énergétiques des États-Unis, comme s'ils n'avaient pas déjà été très loin. Donc, de ce point de vue-là, c'est une prédation sans limite sur leur propre territoire, mais c'est une prédation surtout tournée vers le monde. Car si l'on veut diminuer
diminuer les impôts des Américains. Eh bien, dans l'idée de Trump, on va ponctionner, on va vassaliser le reste du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait pas seulement vis-à-vis de ses adversaires, bien sûr, la Chine qui est, j'allais dire, le rival historique désormais pour les États-Unis, et ce depuis déjà quelques années, mais les alliés. Et c'est là où la réflexion des alliés aurait dû être engagée beaucoup plus tôt. Pourquoi ? Parce que les alliés se mettent dans la situation de se voir imposer un certain nombre de choses. Et la logique de deal de Donald Trump, ne nous trompons pas, elle est d'autant plus crédible pour Donald Trump qu'il s'adresse à des ennemis. Là, il aime dealer avec les hommes forts. Rappelez-vous le pas de deux avec Kim Jong-un. Il aime ce corps à corps. Kim, Poutine, si. Exactement. Mais les démocraties, qui elles n'ont pas l'habitude de se retrouver dans ces situations de choc de puissance, eh bien elles ont tendance d'emblée à donner tout ce qu'elles ont. Écoutons la présidente de la Commission européenne, on va acheter davantage de gaz de schiste. En gros, on va acheter les faveurs et un comportement amical de Trump. Pareil pour la Banque Centrale Européenne, on va acheter plus d'armement. Donc cette logique où on est déjà prêt à poser le tribut aux pieds de Donald Trump, mais il adore ça. C'est une jouissance d'empereur qui est la sienne. Il est là avec tous ces gens. Le combat n'a pas commencé. La partie n'a pas commencé. Et déjà, ils sont en train de déposer leurs offrandes au Moloch qui va les dévorer. Je pense qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui des Européens et des États-Unis. Parce qu'il faut d'ores et déjà et clairement comprendre qu'il y a un tournant historique, il y a un tournant géopolitique. On ne peut pas traiter avec cette Amérique-là comme on le faisait avec l'Amérique de Barack Obama ou même de Joe Biden. Pourquoi, pardon? Expliquez-nous bien ce qui change. Il y a toujours eu une part noire et une part blanche. En Marshall, les Américains nous aident. Contrepartie, ils inondent de leurs produits l'Europe. Les écoutes de la NSA, ils écoutent de manière très déloyale l'Europe entière, mais ils nous donnent aussi des informations cruciales contre le terrorisme, etc. Est-ce que cette fois, il y a un déséquilibre inédit? Oui, il y a un déséquilibre inédit. Il y a beaucoup de continuité dans un certain nombre d'administrations américaines. On cite souvent le président Andrew Jackson, on cite Kinley à la fin du 19e, début du 20e siècle, et même plus récemment le président Reagan ou le président Bush. Il y a une continuité dans cette logique de paix par la force ou de force brute. Donc il y a une brutalisation aujourd'hui de la politique américaine. Mais en quoi le protectorat va plus loin? À travers Donald Trump. Là où ça va beaucoup plus loin, c'est que cette Amérique ne se présente pas comme défenseresse de la démocratie à travers le monde. Elle ne défend pas des valeurs à travers le monde. Elle défend des intérêts strictement américains. Donc l'Amérique n'est plus du tout là pour incarner une référence, pour éclairer. On voit partout fleurir une statue de la liberté qui prend ses valises pour partir comme vont le faire un certain nombre de déportés immigrés. Et l'image est belle, l'image est vraie. Il y a là aujourd'hui une Amérique qui n'est plus cette Amérique avec laquelle nous partageons et nous avons partagé tant de valeurs. Donc il faut savoir prendre acte de cette nouvelle, de ce changement, de cette métamorphose. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le mot clé pour les Européens, et pour un pays comme la France, c'est pas un mot étranger, c'est celui d'indépendance. D'indépendance et de souveraineté. Dans le domaine géopolitique, dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine économique et dans le domaine des nouvelles technologies. Comment le faire? Tout ceci aurait supposé, comme je l'avais proposé par exemple sur les crises régionales, sur l'Ukraine ou sur Gaza, le Proche-Orient, ça suppose que nous fassions notre travail entre nous. Le fait de ne pas l'avoir fait, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui des Européens qui, en ordre dispersé, se rendent déjà à Washington, on le voit avec Madame Meloni, dont certains sont totalement acquis à la cause du trumpisme, parce que Trump, grand représentant et incarnation du populisme, eh bien, par définition, va s'entendre à merveille avec les populistes européens. Vous voyez bien comment cette Europe, elle est à front renversé. Cette Europe qui s'est toujours présentée comme le vecteur, la lumière de la démocratie libérale, représentant un universalisme, les Lumières, cette Europe aujourd'hui, ses meilleurs représentants sont les plus mauvais élèves d'hier. Est-ce qu'il y a un risque que l'Europe casse réellement? C'est-à-dire que dans l'histoire européenne, elle a déjà perdu le Royaume-Uni, ce qui a été quand même quelque chose. Il y a le risque que l'Europe casse, bien sûr. Il y a le risque que l'Europe se couche, qui est un risque peut-être encore plus grand que le premier. Mais il y a surtout le risque que l'Europe ne joue pas la partie. C'est-à-dire qu'elle s'efface. Moi, c'est ma hantise. Que nous nous effacions de l'histoire. Sorte de l'histoire. Pourquoi? Parce que nous ne nous rendons pas compte des richesses qui sont les nôtres, de l'expérience qui est la nôtre, des atouts qui sont les nôtres. Et nous avons le sentiment qu'à travers des accommodements, nous allons gagner les faveurs. Et c'est là un autre risque que nous courons, c'est celui de nous renier. Qu'est-ce que serait une Europe vassalisée qui suivrait les États-Unis dans une alliance qui ne serait guidée que par la seule peur et des intérêts géopolitiques? C'est-à-dire qui, au nom de la sécurité et de la protection de l'OTAN, sans prendre en compte le fait et sans se demander si cette
protection de l'OTAN, elle a encore un sens. Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Eh bien, se rendrait aux Américains et qui, deuxièmement, pour garder la prospérité qui est la sienne et éviter que les barrières douanières sont trop importantes, eh bien, là aussi, accepterait, c'est la tentation, on le voit bien du côté des Allemands, en tout cas pour cette administration allemande. Donc, les risques sont maximum. Et c'est pour cela qu'on doit s'appuyer sur les peuples européens, parce que, vous savez, de temps en temps, il faut changer de lunettes. Quand on regarde les chaînes en continu, tous les jours, c'est bien, sauf que on s'habitue. Dans le fond, Donald Trump, il devient presque un personnage de bande dessinée, certes un peu épique et curieux, mais on s'habitue. On va presque bientôt, si on continue, finir par le trouver civilisé. Alors que tout est outrancier, tout est caricatural, et beaucoup de choses sont dangereuses pour la France et pour l'Europe. Donc il faut revenir au regard qui est le nôtre et ne pas trahir l'héritage qui est le nôtre. Nous sommes porteurs de valeurs. Nous sommes porteurs d'une exigence concernant l'idée que nous nous faisons de l'Europe. L'Europe n'a pas vocation à être, après le Canada, le 52e État américain. Dominique Villepin, que dire aux pessimistes?